Dans ce cours, on va parler du modèle de référence OSI. Les trois lettres OSI se traduisent en français par interconnexion de systèmes ouverts. Ce modèle a été mis en place par l'ISO pour créer un standard de communication. Comme ça, différents constructeurs peuvent mettre au point des produits compatibles entre eux. Il existe 7 couches numérotées qui illustrent une fonction réseau bien particulière. La première couche est la couche physique. C'est elle qui définit la façon dont les données sont physiquement converties en signaux numériques sur le média de communication. Par exemple, ça peut être des impulsions électriques sur des câbles réseau en RJ45 ou bien de la modulation de lumière pour de la fibre optique. La couche 2 est la couche liaison de données. C'est elle qui gère les communications entre deux machines directement connectées entre elles ou connectées par un commutateur. La 3 est la couche réseau, qui gère l'adressage et le routage des données, c'est-à-dire leur acheminement via le réseau. La 4 est la couche de transport, qui est chargée du transport des données, c'est-à-dire de leur découpage en paquets. Elle gère aussi les erreurs de transmission. La 5 est la couche de session. C'est elle qui définit l'ouverture et la fermeture des sessions de communication entre les machines du réseau. La 6 est la couche présentation. Elle est chargée du codage des données applicatives. Et la couche 7 est la couche d'application. C'est elle qui assure l'interface avec les applications. Il s'agit du niveau le plus proche des utilisateurs. Alors il est important de connaître par cœur l'ordre des couches, surtout pour comprendre le principe d'encapsulation et de décapsulation que nous verrons après. Pour vous aider à les apprendre, il existe plusieurs moyens mémotechniques pour se rappeler de l'ordre des couches du modèle OSI. Par exemple, de bas en haut, on a la phrase « Pour le réseau, tout se passe automatiquement ». Et de haut en bas, on a la phrase « Après plusieurs semaines, tout respire la paix ». Sur Google, on peut trouver d'autres phrases mémotechniques, même des plus délirantes, pour s'en rappeler facilement. Passons maintenant au protocole TCP/IP, qui est en fait deux protocoles différents, mais comme ils sont souvent utilisés ensemble, on a tendance à penser qu'il s'agit que d'un protocole unique. Il y a TCP, qui signifie protocole de contrôle de transmission, et IP pour protocole Internet. Il est très similaire au modèle OSI. Lui aussi sépare également la communication en plusieurs couches, sauf qu'il n'en comprend que 4. Il y a la couche 1 qui se nomme Link. Elle est aussi appelée couche d'accès au réseau. C'est l'équivalent des couches physiques et données du modèle OSI. La couche 2 est la couche Internet. Elle correspond à la couche 3 du modèle OSI. Elle permet d'acheminer les données de la source vers la destination. C'est la couche où le protocole IP fonctionne. La couche 3 est la couche transport, qui correspond à la couche 4 du modèle OSI. Et la couche 4 est la couche application. Elle correspond aux couches 5, 6 et 7 du modèle OSI. Dans la suite du programme, nous parlerons des communications entre deux PC et des processus d'encapsulation et de décapsulation des paquets IP. Dans l'expression communication peer-to-peer, le mot peer se traduit en français par pair. Ce terme signifie l'égal d'une personne. Et dans le domaine de l'informatique, ça se traduit par l'égal d'un objet. En d'autres termes, chaque couche doit pouvoir communiquer avec son égal de l'autre côté. Pendant le processus de communication entre deux périphériques, les protocoles de chaque couche s'échangent des paquets. Ces paquets d'information s'appellent PDU. À chaque étape du processus, une PDU porte un nom différent d'une couche à une autre. Nous allons voir ensemble les différents termes qui sont utilisés dans le réseau. Ces termes sont à connaître par cœur car on va les utiliser tout au long de la formation. Le terme data est utilisé dans la couche d'application. Le terme segment est pour la PDU de la couche transport, paquet pour la PDU de la couche internet et frame pour la PDU de la couche liaison. Pour examiner les différentes PDU d'une communication peer-to-peer, on peut utiliser un programme d'analyse de paquets comme le fameux logiciel Wireshark, qui est gratuit et open source. Il est beaucoup utilisé car très utile pour le dépannage du réseau. Maintenant, on va parler d'encapsulation et de décapsulation. Les informations transmises sur un réseau sont encapsulées à l'envoi et décapsulées à la réception. On peut comparer cela aux poupées russes.
Pour donner une image, c'est comme si on ouvrait un très grand cadeau dans lequel il y a une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a encore une plus petite boîte, et ce jusqu'à ce qu'on arrive à son cadeau. L'encapsulation fonctionne de manière similaire dans les modèles OSI et TCP/IP. Les données utilisateurs sont envoyées d'une application à la couche d'application. La couche transport ajoute son en-tête de couche 4 aux données et la transmet à la couche Internet. Cette dernière ajoute sa propre en-tête de couche 3 et transmet les données à la couche en dessous, qui est la couche link, qui se traduit en français par liaison de données. Et la couche link ajoute à son tour son en-tête de couche 2 et finalise le tout avec un champ qui se nomme FCS pour détecter si les données sont erronées. Et la décapsulation, c'est l'effet inverse. Lors de la réception du message, le protocole travaille de bas en haut. Le processus d'encapsulation est donc inversé à l'hôte qui reçoit les données. La couche link vérifie le champ FCS pour voir s'il n'y a pas d'erreur dans les données. Si les données ne sont pas bonnes, elle demandera une retransmission. Et si les données sont bonnes, l'entête sera analysée par la couche 2 et les données restantes seront transmises à la couche Internet. Ensuite, le processus de décapsulation reste identique aux couches suivantes. Un LAN, c'est un réseau d'ordinateurs et d'autres composants qui sont situés relativement proches les uns des autres. Le LAN peut très bien comprendre 2 ordinateurs dans un bureau, que ce soit à domicile ou bien dans une petite entreprise, comme il peut être composé de centaines d'ordinateurs situés dans plusieurs bâtiments. Contrairement au WAN, le LAN a un taux de transfert de données qui est plus élevé pour une zone géographique plus petite. Aujourd'hui, un petit bureau comprend au minimum un routeur pour la connectivité Internet, des bornes Wi-Fi, des imprimantes, des serveurs, des PC, des portables et des switches. Pour son bon fonctionnement dans un LAN, on y trouve des hôtes. Cela inclut tout équipement qui peut envoyer ou recevoir des données sur le réseau local, par exemple des PC ou des serveurs. On y trouve des interconnexions. Cela permet aux données de se déplacer d'un point à l'autre dans le réseau. Alors parmi les interconnexions, il y a 2 types de composants. Il y a ce qu'on appelle la NIC, qui se traduit en français par carte réseau. Elle permet de traduire les données produites par l'ordinateur dans un format qui peut être transmis sur le réseau local. Et il y a les médias réseaux qui peuvent être des câbles en cuivre ou de la fibre optique. De plus en plus, on y trouve aussi de la connectivité sans fil, comme le Wi-Fi. Dans un LAN, on a des périphériques réseau, comme des switches ou des routeurs. C'est eux qui sont responsables de la livraison des données entre les hôtes. Et on y trouve des protocoles. Ce sont les processus qui permettent d'établir une bonne communication entre plusieurs ordinateurs ou des périphériques reliés en réseau. Parmi les protocoles LAN les plus couramment utilisés, il y a le protocole Ethernet. Il sert pour la commutation de paquets. Il y a le protocole IP qui sert à utiliser Internet, le protocole TCP qui contrôle la transmission de données, ce qui permet d'établir une communication plus sûre. On a le protocole UDP qui permet aussi la transmission de données entre 2 périphériques comme TCP, sauf qu'il n'en garantit pas la bonne livraison et il ne s'occupe pas non plus de savoir s'ils sont arrivés dans le bon ordre. UDP est principalement utilisé pour la téléphonie sur IP et les jeux en ligne. On a le protocole ARP qui permet de connaître l'adresse physique d'une carte réseau à partir de son adresse IP. Le protocole RARP, qui est beaucoup moins utilisé, produit l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est une sorte d'annuaire inversé des adresses logiques et physiques. Une adresse logique correspond à l'adresse IP et l'adresse physique correspond à l'adresse MAC. Pour revenir à nos protocoles, on a CIFS, qui est un protocole de serveur de fichiers. Il permet d'établir des liaisons permanentes entre un client et un serveur. Il est utilisé que sur Windows. Sur Unix, on parle du protocole NFS. Et il y a le protocole DHCP qui sert principalement à distribuer des adresses IP sur un réseau.